Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Web TV du Salon à l'envers, 26e du nom. Salon à l'envers avec deux thématiques pour cette année. Il s'agit d'une thématique coaching et une thématique volleyball. Alors c'est l'émission parfaite pour allier ces deux sujets aujourd'hui. Une petite demi-heure à passer ensemble avec nos invités. On va commencer par, une fois n'est pas coutume, par un homme, Romain Pitou, qui est coach de l'équipe professionnelle du TFOC Volleyball. Bonjour Romain. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Depuis 3 saisons, je crois, que tu gères l'équipe professionnelle. Je commence à la 4e. À la 4e, d'accord, le temps passe vite. On se tutoie parce qu'on se connaît bien. Également avec nous, Émilie Laurette, hypnothérapeute et coach professionnel à Terville. L'Envol. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Jean-Michel Falzetti est à côté de vous, fondateur de Your Decision Map. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Lionel, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Et puis Isaline Sagier-Weider est également sur ce plateau, qui est joueuse de volleyball professionnelle depuis de nombreuses années. Isaline qui est passée par différents clubs, qui a vu plusieurs coachs et notamment l'équipe de France avec qui vous avez fait un excellent parcours lors du championnat d'Europe qui s'est déroulé en septembre. Dans quel pays ? En Serbie. En Serbie. Merci beaucoup Isaline. Bonjour à tous. Alors une première question pour les coachs. Alors on a 3 coachs finalement, puisqu'on a des coachs en entreprise et des coachs sportifs. Comment êtes-vous devenu coach ? Alors pour le coup, on va démarrer par Émilie Laurette. Comment on devient coach ? Et pour moi, ça a été un peu spécial parce que je suis devenue coach suite à une hospitalisation. C'est-à-dire que mon corps avait décidé avant ma tête que c'était terminé. Donc moi, je viens d'une compagnie d'assurance, je travaillais à Luxembourg avant. Et le corps a lâché. Et là, du coup, on se pose beaucoup de questions. On regarde un peu son environnement. Et on voit un peu ce qui est dysfonctionnel et on se dit maintenant c'est à mon tour, je vais accompagner des personnes parce qu'il y a besoin. Et surtout dans l'époque qu'on traverse, il y a besoin d'accompagner. Et votre cabinet, L'Envol, a été créé en quelle année ? 2008. En 2008, d'accord. 18, c'est mieux. 2018. 2018 2008, pas du tout. On est perdu avec les années Covid, on est un petit peu perdu. Jean-Michel, quelle est votre histoire qui vous a relié à l'accompagnement des personnes ? Alors pour moi c'est un petit peu différent. Je viens initialement du domaine aéronautique, de l'aéronautique militaire. Et puis c'est un domaine, je ne vous le cache pas, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est facteur humain et l'implication dans les activités. Donc, j'ai commencé très tôt à travailler sur ces registres-là. Et puis ensuite j'ai travaillé assez longtemps dans le secteur de la santé. Et puis j'ai observé, j'ai beaucoup échangé avec de nombreux professionnels et je me suis aperçu qu'on avait toujours un petit peu les mêmes problématiques qui revenaient, quelles que soient les entreprises d'ailleurs. Et puis comme je faisais un peu de formation, je voulais trouver quelque chose d'un peu différenciant par rapport à l'aspect purement formatif. Et je me suis formé comme coach professionnel auprès d'ICL Business School. Donc, voilà comment l'entreprise a été créée. D'accord. Est-ce que les coachs sportifs sont d'anciens sportifs eux-mêmes, Romain ? Alors oui, je suis un ancien sportif, de haut niveau non, mais moi j'ai fait du volley depuis le plus jeune âge, j'ai commencé à 10 ans, et puis petit à petit je me suis orienté vers le coaching, parce que je voulais travailler dans le sport, et c'était un moyen de faire partager ma passion avec au début les jeunes, parce qu'on n'arrive pas entraîneur professionnel directement, donc souvent on passe par d'autres équipes et moi j'ai fait toute la filière de formation, les jeunes, le centre de formation, entraîneur adjoint en professionnel et puis maintenant entraîneur professionnel. Le coaching, Isaline, c'est quelque chose qui vous intéresserait pour l'après-carrière de joueuse ? Alors oui, effectivement, c'est comme ça que j'ai rencontré Romain en formation de coach pendant une période de longue blessure. Donc je rejoins tout à fait les propos de tout à l'heure par rapport à ça. Quand le corps lâche, on se remet aussi beaucoup en question. Et on apprend beaucoup sur soi et on apprend aussi sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et justement, moi, ma venue au TFOC est aussi liée à ça, c'est d'être accompagné d'un coach qui a confiance en moi, d'un club qui a beaucoup d'envie, d'ambition et qui fait de son mieux chaque jour.
Et donc c'est très important. Et oui, pourquoi pas être coach. En tout cas, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais celle-là en fait partie. Alors vous avez connu plusieurs clubs, donc plusieurs coachs, et vous nous direz tout à l'heure ce que vous pensez de votre coach actuel qui est juste à votre droite. Une question pour nos coachs professionnels. Vous accompagnez des salariés, on accompagne également des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est la même chose? Qui veut répondre, Émilie ou Jean-Michel? Alors moi je trouve pas vraiment, en tout cas les problématiques sont pas forcément les mêmes. Et après je trouve que ce qui s'est passé avec le Covid a changé complètement de ce qui se passait avant. Donc là en termes de dirigeants, j'ai eu affaire à des dirigeants pendant cette période qui affichaient en fait leur vulnérabilité parce qu'en fait ils ne savaient pas faire autrement. Là avant, le dirigeant que je pouvais rencontrer, il avait toujours cette façade qu'il fallait qu'il garde du chef d'entreprise. Et il l'a gardé un peu aussi dans mon cabinet. Et là, depuis le Covid, en fait, tout a été tellement chamboulé, et y compris pour son environnement. Là, finalement, j'ai affaire à l'homme ou la femme dirigeante. Et dans les problématiques, du coup, ça devient hyper intéressant. Mais au niveau entreprise et dirigeant, je vais plutôt rencontrer des problématiques de communication. Qu'est-ce qu'il va falloir que je dise à mes équipes ou pas? La gestion du temps. Il n'a jamais le temps, donc comment il va falloir que je fasse pour gérer ça, etc. Le salarié, en tout cas en ce moment, ça va plus être des problématiques que je reçois d'angoisse, de stress, le télétravail. J'ai plus envie de revenir à ma vie d'avant, je fais comment pour m'adapter, etc. Donc voilà, les problématiques ont été différentes. D'accord. Pour ma part. Vous confirmez, Jean-Michel? Oui, absolument. Alors après, tout dépend de quelle thématique on parle en particulier, mais c'est vrai que sur les salariés, pour prendre l'exemple par exemple des cadres intermédiaires, en général, on est sur des éléments plutôt tactiques, parce que c'est vraiment le cœur de métier. Dès lors que vous accompagnez des dirigeants, on se place plutôt sur un plan stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en place sur le plan tactique pour que ça épouse complètement ma stratégie. Donc on n'est pas tout à fait effectivement sur les mêmes registres. À titre d'exemple, on travaille en particulier en général tout ce qui tourne autour de la prise d'information et la prise de décision avec les dirigeants, ce sont des choses effectivement qui leur parlent. Et puis le coaching initialement était effectivement dédié aux dirigeants et après c'est heureusement élargi. Voilà d'autres disciplines, mais effectivement on n'est pas tout à fait sur les mêmes registres, on est plutôt sur un plan tactique ou plutôt sur un plan stratégique, ce qui ne donne pas forcément les mêmes visions et les mêmes enjeux derrière et les mêmes types d'accompagnement. On est sur un thème, le coaching, qui est un thème très tendance. Alors, est-ce que c'est qu'une mode? Est-ce que ça va durer, selon vous? On parle beaucoup du coaching en ce moment. Les gens ont besoin de se faire aider. Mais c'est bien. Tant mieux. C'est pas une mode. Je pense pas. Je pense que du coup, l'époque évolue. On vit une époque qui se transforme beaucoup. Le temps va de plus en plus vite. Il faut accompagner les personnes. Ça devient important. Je pense que les générations d'avant ne se faisaient pas forcément accompagner. C'était on avance, on a la tête dans le guidon et puis de toute façon il faut que ça aille. Et je pense qu'aujourd'hui on fait partie d'une époque où maintenant on se pose des questions et on a besoin d'avoir des réponses et finalement les réponses on les a soi, mais se faire accompagner c'est pas mal. Donc non, je pense pas que le coaching ce soit une mode. D'accord. Romain, toi qui coaches des filles, est-ce que c'est plus dur de coacher des filles ou des garçons à ton avis? Moi, mon expérience, c'est de dire que les filles, c'est plus simple que les garçons. Parce que les garçons, souvent, ils annoncent des choses, mais ils n'arrivent pas à tenir leurs paroles. Les filles, très souvent, si le leader ou la personne qu'elles suivent, en tout cas, est on va dire, droit dans les pensées, et juste avec toutes les filles, souvent il n'y a pas de souci. Donc pour moi c'est plus simple les filles. Alors depuis que tu as pris la tête de cette équipe professionnelle du TEFOC, on a des résultats. Il y a une méthode, Romain Pitou, est-ce que tu peux nous la décrire? Il y a une méthode, moi je prône le bien-être. J'ai envie qu'on fasse du beau jeu et qu'on s'amuse sur le terrain et à l'entraînement. Donc par exemple on s'entraîne en musique. Je ne sais pas si Isaline elle faisait ça à Cannes, j'étais en équipe de France, il n'y a pas. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça. Il y a aussi il y a des études japonaises qui disent que les enfants, en fait, ils ont enlevé certaines cloisons dans les écoles pour distraire un petit peu les enfants
parce que quand on est focus que sur une chose et qu'il y a un petit élément perturbateur, ça peut nous déconcentrer. Donc voilà, pour moi, j'ai trouvé qu'avoir cette méthode un petit peu et la musique, le rire, faire des blagues à l'entraînement pour essayer justement de ne pas avoir de stress, c'est important parce que le stress au volley, souvent ça fait perdre les moyens. Et on l'a vu un petit peu mardi dernier au match qu'on a fait où on était peut-être un petit peu stressé et on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait, même si on a gagné. Isaline, plusieurs coachs, vous en avez connu combien? Vous avez un chiffre à nous donner ou c'est difficile comme ça à froid? Je dirais une quinzaine. Une quinzaine. Qu'est-ce qu'un bon coach pour vous? Alors pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui est un leader, mais un leader dans le sens où il fait en sorte que son équipe le suive. C'est-à-dire que dans sa construction d'équipe, il doit construire un équilibre entre les caractères, entre les potentiels physiques et techniques. Et en fait, dans cette conception, par exemple, on ne peut pas avoir dans une équipe 12 personnes complètement extraverties. On ne peut pas avoir 12 personnes qui n'ont aucune énergie. On doit vraiment, donc dans cette conception de construction d'équipe, on fait matcher les gens les uns avec les autres. Et pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui sait construire ça. Donc ça va au-delà, encore plus je pense chez les féminines, ça va au-delà de la performance technique, physique, puissance, ça va dans cette harmonie en fait de groupe. Et je pense que Romain sait faire ça. Après, un bon coach, pour moi, ça doit être un bon manager. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est, surtout en professionnel, je pense que pour les enfants, c'est un petit peu différent. Mais en volleyball professionnel, quelqu'un qui est un super animateur de séance, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à suivre le coach dans son idée et que tout le monde aille dans le même sens. Et pour ça, il faut être un bon manager. D'accord. Vous considérez le coach comme un manager? Tout à fait. D'accord. Jean-Michel et Émilie, une personne qui vient vous voir et qui vous dit je veux être coaché, c'est quoi la démarche? Quelles sont les étapes? Alors je sais qu'il y a plusieurs étapes parce qu'on les suit sur le site internet de Jean-Michel. Quelles sont les différentes étapes quand on vient vous voir pour la première fois? Alors les gens assez curieusement ne demandent pas forcément je veux être coaché, ça vient un petit peu après. Souvent la première demande est assez floue et effectivement il y a besoin d'un accompagnement, d'échanger, etc. Sur le plan personnel, effectivement, j'ai fait un petit système qui fait que j'ai d'abord un premier entretien par visio ou en présentiel, ce qui est quand même mieux, si c'est possible, avec la personne qui me fait la demande pour pouvoir échanger avec elle et savoir si effectivement sa demande quelque part relève d'une thématique coaching ou si ça relève de tout à fait autre chose. Donc je propose effectivement une heure gratuite d'échange, ça n'engage à rien. Si ça n'est pas le cas, si ça ne relève pas du coaching, à ce moment-là, je me permettrai de les diriger vers quelqu'un d'autre et ça s'arrêtera là, il n'y a aucun engagement. Une fois que les choses avancent peut-être un petit peu plus, moi j'ai un travail préparatoire assez long parce que ça me semble être, en tout cas c'est ma vision des choses, ça me semble être peut-être l'élément le plus important pour constituer la suite et pour qu'effectivement ça puisse, qu'on puisse être sur des choses très pérennes et avec des bonnes chances de réussite derrière. Donc il y a un vrai travail préparatoire d'amont. On peut passer un audit parce que ça sera un petit peu osé pour ce que c'est en réalité. Mais en tout cas, il y a des vrais échanges en amont, des présentations effectivement de manière de fonctionner tout simplement. Moi, de par mon parcours et de par ma façon de faire, effectivement, parfois je challenge un petit peu les gens, je les pousse un petit peu dans leur retranchement. Les personnes accompagnées peuvent ne pas être forcément à l'aise avec ça, donc je l'identifie tout de suite. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, effectivement, on passera peut-être par quelqu'un d'autre. Si effectivement ce sont des choses dont les gens ont besoin, et à ce moment-là, sur ces registres-là, les choses sont très claires. Il y a une charte éthique qui est faite, et surtout, on se met d'accord sur le résultat à obtenir. Qu'est-ce qu'à la fin, effectivement, de ces 5, 10, 15 ou peut-être plus de séances, qu'est-ce qu'on souhaite voir observer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on souhaite engager derrière. Voilà. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment tout ce travail d'amont, ce travail préparatoire qui permet de cadrer un petit peu les choses. Alors forcément les choses après évoluent, c'est aussi le charme du coaching, mais en tout cas en première intention, ça me semble pour moi un élément important que les choses soient très clairement posées dès le départ avec là où les personnes qui souhaitent être accompagnées. Émilie, les résultats quand on vient voir un coach, on peut les avoir rapidement ou c'est forcément une démarche à long terme?
dirais un moyen terme en tout cas. Moi, la démarche, elle est un peu différente parce que je ne fais pas que du coaching, je fais de la thérapie aussi, vu que je suis hypnothérapeute. Moi, au début, j'étais formée co-coaching et rapidement, parce que le coaching, finalement, on part du postulat, on part du présent de la personne pour l'amener vers le futur. Et rapidement, je m'apercevais que pour certaines problématiques, en fait, ça avait quelque chose à voir avec le passé de la personne. Elle réagissait comme ça aujourd'hui parce qu'elle a vécu ça par le passé. Et donc, je me suis formée à l'hypnose, qui pour moi, je trouve, c'est un super outil. Donc, du coup, j'accompagne vraiment la personne. Ok, elle vient me voir pour un coaching, une problématique, mais souvent, en fait, qui fait écho à quelque chose qui était là avant. Donc, en fait, moi, je vais soigner la racine. Je m'occupe, en fait, de la racine pour qu'en fait, les conséquences, elles s'annulent, en fait, automatiquement. Donc, oui, le coaching, c'est plus... Ça reste des thérapies brèves. Donc, jamais au-delà d'une année. Sinon, c'est que moi, je suis en échec aussi. Mais quelques mois. Romain, c'est toi qui choisis les personnes que tu vas coacher parce qu'il y a un recrutement qui se fait dans le sport. Comment ça se passe, cette cellule de recrutement, et est-ce qu'on arrive à détecter la psychologie d'une joueuse quand on la contacte sur Internet, j'imagine? Alors c'est très compliqué parce que alors on choisit, mais il y en a beaucoup qui refusent parce qu'on fait un sport professionnel et il y a des fois où financièrement on n'est pas d'accord avec les personnes, donc il y a quand même il y a une acceptation des deux parties. Nous, on recrute beaucoup par vidéo, mais depuis les 2-3 dernières saisons, on arrive aussi à recruter en France. Par exemple, Isaline, qui était à Cannes l'année dernière, Anna Spanou, qui était à Béziers. Donc, c'est des filles qu'on a côtoyées. Après, Isaline, c'est un peu particulier parce qu'on s'est côtoyé aussi sur des formations. Mais c'est toujours compliqué parce que ce que les filles montrent en match, des fois, il y a une certaine confiance parce qu'il y a des résultats qui sont bons. Donc on essaye d'aller voir des matchs aussi où elles perdent pour ne pas se faire avoir. Parce qu'on peut nous envoyer que les bons matchs et montrer une certaine personnalité. Mais dans les moments durs, il faut aussi qu'on voit une autre personnalité. Donc on essaye de prendre un maximum d'informations. Et pour ça, on a donc les vidéos, un peu l'appel à un ami si on a un coach ou des joueuses en qui on a confiance. Et puis des fois aussi, on a l'entretien avec la joueuse. Où on essaye de détecter certaines choses. Isaline, l'équipe de France de volleyball a réalisé un excellent parcours au JO pour l'équipe masculine et en championnat d'Europe pour l'équipe féminine à laquelle vous appartenez. Quelle est la part du succès qu'on attribue au coach? Alors, Émile Rousseau, c'est une sacrée personnalité. C'est quelqu'un qui a entraîné pendant très longtemps des masculins à haut niveau. Il est belge. Il est plus âgé que Romain. Il a une grosse expérience aussi. Il est très universitaire, très scientifique. Du coup, il part aussi sur beaucoup de faits, sur les statistiques. Mais tout doucement, là, depuis 4 ans, depuis qu'il a repris le projet de l'équipe de France, il s'attache un peu à des personnalités. Donc lui, il part du principe que si la fille n'a pas envie de venir, oui, ça arrive, il y a des filles qui n'ont pas envie d'être en équipe nationale, il ne va pas insister. Même si c'est une très bonne joueuse et qu'on en a besoin, il préfère prendre une fille qui est un petit peu moins bonne physiquement, techniquement, mais qui a vraiment envie d'être là, qui a un facteur motivationnel très important, qu'une fille qui a moyennement envie d'être là et qui va mettre une mauvaise atmosphère finalement dans le travail. Donc la part... alors c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il en est conscient, il le sait très bien. Voilà. Mais si on aime, si on adhère, je pense qu'il peut pousser à se dépasser réellement. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Quelle différence entre Romain Pitou et Émile Rousseau à part l'âge? Il y en a un, il est universitaire scientifique et l'autre est clown. À vous de deviner lequel. Les deux te conviennent, Isaline? Les deux me conviennent. Je suis assez exigeante en termes de coach, donc ça va avec les deux, donc c'est plutôt positif. Émilie Laurette, est-ce que le coaching, ça marche à chaque fois? Quand quelqu'un vient vous voir, est-ce qu'on a des résultats qui sont garantis à 100%? Non, jamais. Parce que c'est de l'humain finalement, on ne peut pas garantir de résultats sur un capital humain. Il y a plein de facteurs qui rentrent en cause. Je pense que le coaching et un coach aussi, c'est savoir faire preuve d'humilité. Des fois, ça passe pas avec les personnes qu'on a en face de soi. Et je sais qu'il y a des personnes que je pourrais pas accompagner quand je les vois. Et c'est ok, du coup, je les accompagne vers d'autres personnes. Mais je sais que là, ça va pas le faire parce que c'est aussi une question de feeling entre les personnes.
Il y a aussi les résistances de la personne parce qu'elle va venir avec ses résistances face au changement. On a des fois des personnes, je veux changer, je vais venir voir et quand elles sont là, tout se ferme et pour trouver la clé, des fois c'est compliqué ou des fois c'est pas le moment. C'est aussi une question de moment le coaching, donc non, il y a des facteurs qui font que ça marche pas à tous les coups et c'est ok comme ça. D'accord. Jean-Michel, alors une question qui n'était pas prévue mais elle me vient en tête. Si vous étiez coach de volley, comment vous y prendriez pour obtenir des résultats ? Vous me posez une colle parce qu'en plus je suis un sportif médiocre donc je serais embêté, mais je rejoins un petit peu les propos qui ont été évoqués un petit peu tout à l'heure, effectivement sur le type d'approche. Vous avez évoqué effectivement avec des coachs un peu différents, avec des façons de faire qui sont différentes, on accroche ou on n'accroche pas et ensuite on avance un petit peu. Voilà, cette partie-là me semble aussi importante. À partir du moment où les choses sont assez clairement exposées, voilà, les choses sont plutôt bien alignées et en général ça se passe plutôt bien. Il faut simplement qu'on soit très au clair avec les choses. Ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est quand même, en tout cas ma petite expérience me fait dire que c'est quand même souvent le cas et tout le travail d'amont en général est un bon gage de réussite sur ce qui va se passer. Et concernant le fait d'une réussite, non, évidemment, comme ça vient d'être dit, on est sur du capital humain, donc c'est vrai pour le coaching comme c'est vrai pour d'autres disciplines. Et je serais tenté de dire que c'est plutôt rassurant, parce que sinon ça deviendrait une discipline purement mécanique et ça perdrait un peu de son charme. Voilà. Romain, tu as déjà été confronté à une joueuse ou à un joueur qui refusait ta manière de faire ? On peut dire oui. J'avais une internationale portugaise qui avait eu des coachs avant et elle estimait que ce que je lui disais n'était pas bon. Après, la morale de l'histoire, c'est que sans elle, on a eu des meilleurs résultats, donc ça m'a donné raison. Voilà. Après, il y a toute cette culture qui est différente parce qu'il y en a qui viennent d'autres pays, qui ont été coachés par d'autres personnes. Donc il y a une phase un petit peu de mise en confiance, on va dire, pour accepter les conseils. Et avec cette chose-là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est toujours dur de dire qui a raison. Sur un plan technique, moi, je dis que c'était moi qui avais raison. Mais si elle avait mis le point avec sa méthode, c'était elle qui avait raison. Donc malheureusement pour elle, sa méthode ne nous a pas fait gagner des matchs. Donc sur un plan purement sportif, comptable, de classement et de maintien de l'équipe, c'était moi qui avais raison. Mais des fois, il y a des joueuses qui ne réussissent pas avec un coach et qui réussissent mieux avec un autre. Et on a l'exemple de Taylor Mims qui a fait une meilleure saison l'année dernière que sa première en France. Donc c'est de l'humain. Je rejoins le fait que... Voilà, où elle vit. Parce qu'il y a le coaching individuel et puis il y a le coaching peut-être d'une équipe et ça, c'est pas la même chose. Hein. Jean-Michel ou Émilie, est-ce que vous avez déjà accompagné des équipes ? Oui, à titre personnel, effectivement, j'en ai fait un peu. On n'est clairement pas sur les mêmes registres, évidemment. Après, il peut y avoir des thématiques communes. Je pense en particulier à des équipes sur les parties, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure, sur la partie communication, puisqu'on sait que c'est un des enjeux majeurs. Et on s'aperçoit, pour ne parler que de l'entreprise, effectivement, des difficultés qu'il peut y avoir, quelle que soit d'ailleurs l'équipe. Et en plus, les équipes ont tendance à changer assez rapidement. Il y a parfois un petit peu de turnover qui fait que ça rend les choses un petit peu plus complexes. Et pour coordonner tout ça, ça demande un petit peu de travail. Il faut mettre un peu d'huile dans les rouages. Donc ça, c'est un vrai travail, effectivement. On n'est pas pour le coup sur les mêmes registres. On essaie de travailler avec eux, effectivement, la mise en place de petits points très simples, adaptés à l'organisation, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Si vous avez des méthodes toutes faites, ça ne marche jamais, tout simplement. Donc on essaie d'adapter effectivement ces choses-là à la structure qu'on accompagne. Et en général, c'est eux-mêmes qui proposent d'ailleurs ces éléments-là. Simplement, on les structure un peu, on essaye de voir la pertinence un petit peu de la mise en place, la façon dont ça peut être fait, est-ce que ça va produire comme résultat ou pas. Si ça n'en produit pas, comment on évalue les choses, comment on réévalue. Voilà, ce genre de choses, mais on ne fait effectivement pas tout à fait sur les mêmes enjeux entre l'enjeu individuel et l'enjeu, on va dire, collectif. On peut aussi avoir le coaching d'organisation où là on change de dimension. Bon, c'est déjà un petit peu plus rare, ça demande un peu plus un travail un petit peu différent. Là, c'est un registre encore un peu différent. Dans le domaine sportif, il y a plusieurs nationalités. Hein. Dans une équipe comme le TFOC, on a des Américaines,
On a des Estoniennes, Lituaniennes. Comment on arrive à communiquer quand les langues sont différentes? Pas facile, c'est que je vois la différence quand j'avais 20 ans et 30 ans. C'est que par exemple, il y a pas mal de filles de l'Est et on est sur une totale autre formation, culture, manière de communiquer. Même si on parle anglais tout ensemble, ça va être beaucoup plus cash, ça va être beaucoup plus... il y aura moins de politesse, mais en fait c'est leur manière de communiquer. C'est juste que là-bas, je pense surtout aux pays de l'Est, parce qu'il y a beaucoup de filles des pays de l'Est, c'est très franc, direct, alors qu'en France on va mettre plutôt les formes, on va essayer... Donc quand on ne sait pas ça, ça peut être hyper choquant au début. Et ça peut créer des tensions, surtout dans une équipe féminine, je vous laisse imaginer. Après, quand on connaît cette manière de fonctionner, moi finalement j'ai préféré ce genre de caractère où on sait que les choses sont dites, que par exemple les Américaines, alors je ne veux pas catégoriser tout le monde, mais il y a beaucoup d'Américaines où c'est très le smile, tout est bien, c'est génial, tout ça, mais derrière complètement une communication, on vient chercher la petite mouche dans le dos des filles. Donc voilà, il faut arriver à faire matcher toutes ces cultures et ça c'est pas évident. Et même si le coach arrive à avoir une communication juste avec toutes les joueuses, il va toujours y avoir ces tensions liées à la concurrence, liées à comment la fille se sent dans son environnement, dans son nouveau club. Et ça c'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est intéressant s'il y a 1, 2 ou 3 personnes dans l'équipe, que les autres peuvent suivre et surtout qu'elles croient en ces personnes, en plus du coach. Mais c'est pas évident, hein, le mélange de cultures, surtout au début, je pense à toutes les filles qui arrivent pour la première fois par exemple dans le championnat français, il y a beaucoup de choses qui sont différentes liées à la culture. Et quand on commence à comprendre et à arriver à communiquer correctement et à ne pas prendre les choses personnellement, ça peut fonctionner. Et surtout à parler le même langage, le langage du volley. Émilie, vous qui avez une expérience au Luxembourg, ce mélange des cultures ou la différence de culture d'un pays à un autre, vous pouvez en parler? Ça me parle beaucoup finalement parce qu'on le retrouve vraiment en entreprise et surtout à Luxembourg. Parce que Luxembourg, on va avoir affaire à vraiment des cultures différentes. On a des Français, des Luxembourgeois, on a des Allemands, on a des Belges, on a des Portugais, des Italiens, enfin on a un peu de tout. Et tout ça mélangé dans une équipe, clairement ça va pas fonctionner de la même façon. Ils communiquent pas de la même façon, ils attendent pas les mêmes choses. Et tout ça en coaching d'équipe du coup, parce que j'en ai eu quand j'étais en entreprise et j'en fais maintenant la partie coach. On a toujours la sensation que c'est quelque chose au début de négatif. Parce que quand on a affaire comme ça à une société qui est multiculturelle, on va en fait appuyer sur là où ça blesse. Et en fait, on s'aperçoit avec le coaching que ça peut être en fait une force énorme en fait d'avoir une équipe comme ça. Mais il faut savoir se connaître, il faut apprendre à reconnaître l'autre aussi. Mais je trouve que ça donne une richesse et une puissance qui peut être fabuleuse, quoi. Romain, votre père est chef d'entreprise. Est-ce que ça vous inspire dans votre vie de coach? Question sérieuse, je te vous vois. Non, oui, moi j'ai grandi avec mon père qui a monté sa boîte et donc j'ai vu toutes les contraintes. Et il a une phrase qui est assez juste, c'est que la liberté, elle n'a pas de prix, mais ça coûte cher quand même. Quand on a une entreprise, avec les taxes, avec le stress de rentrer l'argent pour soi, pour se donner un salaire et après pour nourrir sa famille. Donc voilà. Moi j'ai été élevé avec le travail, la valeur du travail, on a toujours travaillé chez moi et donc je suis tombé dans la marmite du travail. Je pense que c'est des valeurs que j'essaye de donner aux filles. Après avoir son entreprise plus tard peut-être, on verra, l'avenir nous dira. Je pourrais m'associer avec une boîte de communication sur Terreville. Voilà, pour ouvrir un restaurant à spécialité estonienne, voilà, c'est ça? Par exemple. Isaline, quel genre de coach vous serez quand vous serez coach de je ne sais pas quel club encore? Si j'avais un mot, c'est inspirante. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais que je suppose que je vais entraîner des filles, même si mon super rêve, ça serait d'entraîner des mecs en pro, ce qui n'existe pas. Du coup, c'est pour ça que c'est un rêve. En entraînant des filles, j'aimerais être inspirante pour elles, mais pas que sur le terrain.
mais en termes de valeurs et de tout ce qu'on peut retranscrire dans la vie de tous les jours. Voilà. Jean-Michel, un dernier mot pour nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ceux et celles qui hésitent à aller voir un coach. Quels conseils on pourrait leur donner? C'est difficile. Je dirais initialement, n'hésitez pas. Enfin, il n'y a rien à perdre. La seule chose, c'est peut-être ne pas hésiter à poser des questions. Voilà, comment vous travaillez, quels sont vos résultats, qui avez-vous accompagné. Je pense qu'il faut être clair dès le départ. Comment est-ce que vous êtes organisé, comment est-ce que vous envisagez de séances, est-ce que vous utilisez des outils particuliers ou pas, est-ce que vous avez une charte éthique, etc. Je pense que si vous êtes à l'aise avec ce niveau de réponse, à ce moment-là, on peut se dire, voilà, j'ai peut-être quelqu'un qui tient la route, on verra ce que les choses vont donner, ça passera ou ça passera pas, ou les résultats seront là ou ne seront peut-être pas forcément là, mais en tout cas, les choses sont posées. On sait que dans le coaching, malheureusement, la profession n'étant pas réglementée, on peut avoir des niveaux variables de prestations, et c'est ça qui parfois pose un peu problème. Donc je dirais que face à ça, il faut pas avoir peur, il faut poser les questions, il faut être un petit peu cash peut-être dès le départ, mais c'est en général ce qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, c'est le retour que je peux en faire à aujourd'hui, le petit conseil que je pourrais donner. Émilie, un dernier mot également, peut-être un conseil pour nos téléspectateurs. La crise du Covid a changé beaucoup de choses dans le monde de l'entreprise. Énormément. Et pas que dans le monde de l'entreprise finalement, parce que maintenant dans le monde de l'entreprise, il y a la vie personnelle des gens avec le télétravail. Donc là, c'est la rencontre finalement de mondes qui se rencontrent vraiment. Donc oser en parler, oser dire quand ça va pas, oser être vulnérable, parce que la vulnérabilité, derrière, il y a une force de frappe qui peut être énorme. C'est important. Merci beaucoup Émilie Laurette d'être venue sur ce plateau de Web TV du Salon à l'envers. Merci Jean-Michel Falzetti. On souhaite une excellente saison également au TFOC Volleyball. Le prochain match, ce sera samedi et ce sera contre Saint-Raphaël. Un petit pronostic? Victoire du TFOC, 3-0. Isaline, pression sur les épaules de notre centrale. On suivra ça sur les réseaux sociaux et sur le site tfocvolley.fr. Merci à tous les deux. Merci Isaline. On vous souhaite un excellent salon. Merci à vous et rendez-vous cet après-midi pour d'autres émissions sur cette Web TV du Salon à l'envers de Thionville.